Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Globe. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de Game Changer Wrestling. Nous allons faire la suite des reviews de cette grosse semaine d'Indie US que nous allons eu. Nous allons parler cette fois donc du collectif de Game Changer Wrestling. On va parler du Ricky Shane Page Spring Break présenté par 44OH. 44OH qui est au passage le clan de Ricky Shane Page et d'Atticus Cogar. Et donc, pour ceux qui ne savaient pas, bon, je vais expliquer un peu le principe, pourquoi on est sur un Ricky Play Spring Break. Voilà, je vais expliquer ça. Donc en fait, de base, c'est censé être un Joey Janela Spring Break, comme chaque année. Joey Janela qui produit le plus gros show de l'année de Game Changer Wrestling. Clairement, là, le Spring Break, on est sur leur plus gros show de l'année. Et sauf que dans un match de championnat du mondial à Game Changer Wrestling Take-Care, dont j'avais fait la review il y a environ un mois, et si vous voulez, vous pouvez aller vous y référer, il y a eu Ricky Shane Page qui défendait son championnat Game Changer contre Joey Janela. Et si Joey Janela perdait le Joey Janela Spring Break, donc devenait le Ricky Shane Page Spring Break. Donc c'était 44OH qui prenait le contrôle du Spring Break de Joey Janela. Et il se trouve que Ricky Shane Page a remporté ce match et donc a réussi à avoir le contrôle du Joey Janela Spring Break. Donc, sachant qu'après le match, évidemment, après le Ricky Shane Page Janela, Ricky Shane Page a connu son challenger du Spring Break qui est Nick Gage. Et donc, c'est le main event de ce show que j'ai reviewé, le Ricky Shane Page Spring Break presented par 44OH, qui est clairement construit autour de ce match. Mais du coup, on va commencer sans plus attendre la review du Air Spring Break avec en opener. Donc, on avait d'abord un kick-off pour ce Spring Break qui était diffusé sur YouTube. Nous avions un scramble match, voilà tout ce qu'il y a de plus simple pour un kick-off de Spring Break, un scramble match avec Braden Lee, Dante Leon, Jimmy Lloyd, Treehouse Lee, Ninja Mac et Saïd El-Saba qui participaient à ce match. Ça a duré 6 minutes. On a eu une victoire de Treehouse Lee. Alors pour moi, c'est pas un bon scramble, clairement. J'ai mis la note de 2,25. Bon, euh, autant le finish me dérange pas, mais bon, Ninja Mac, qu'est-ce qu'il est Spot Monkey, vraiment. Je déteste Ninja Mac. Je l'ai vu dans ce week-end peut-être 2 ou 3 fois et je le déteste déjà, le mec. Le mec fait des vrilles pour rien, il fait, oh, quel enfer. Non, Ninja Mac, vraiment, je le trouve ultra Spot Monkey et c'est ultra dérangeant dans ce match. Bon voilà, Jimmy Lloyd fait pas non plus la performance de sa vie, honnêtement. Je m'attendais à plus de Jimmy Lloyd. C'était le nom de quel j'avais le plus d'espérance, hein, honnêtement, des 6 noms qui étaient présents lors de ce match. Donc voilà, vraiment un match kick-off pur, sauf qu'il est pas bon pour moi. Et vraiment, tous les move spots qu'il y a pu avoir dans ce match, et pas que Ninja Mac pour le coup, euh, moi, ça m'a vraiment dérangé personnellement. Après, bon, c'est que le kick-off, c'est pas si grave que ça. Mais voilà, j'ai pas pu mettre personnellement au-dessus que de 2,25 à ce match. Ce qui est vraiment dommage parce que quand tu sais qu'il y a des catcheurs que j'aime plutôt bien dans ce match, t'as par exemple Braden Lee qui avait fait un très bon match contre Jordan Grace, contre Myron Reed, pardon. Je sais pas pourquoi je dis Jordan Grace, Myron Reed du côté de Fight Forever. Mais voilà, de toute façon, c'est le moins bon match du show de manière assez logique selon moi. Et je vous le recommande pas, voilà, c'était kick-off, c'était pas ça a duré que 6 minutes. Et donc, on va commencer maintenant la carte principale de ce Air Spring Break 2021, avec un opener qui opposait Starboy Charlie à Billy Starks. Alors, ça a été remporté par Starboy Charlie en 10 minutes, ce qui est assez logique, sachant que Billy Starks est une très jeune catcheuse, 16-17 ans, je le rappelle. Et pour une catcheuse de 16-17 ans, je trouve que je l'ai vu vraiment beaucoup de fois sur ce week-end. Je l'ai vu dans le show d'Alicat, je l'ai vu dans le show de Jimmy Lloyd. Enfin voilà, c'était quand même voilà, je l'ai vu quand même beaucoup, Billy Stark. Et encore, j'ai pas vu tous les matchs qu'elle a pu faire. Je sais qu'elle a fait un match du côté de la Unsanctioned Pro, elle était dans un scramble et j'ai pas vu le show Unsanctioned Pro personnellement. Et bon, pour parler plus particulièrement de ce match Billy Starks contre Starboy Charlie, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon match pour ouvrir voilà la carte principale. J'ai mis personnellement 3,25, j'étais même assez proche du 3,5. Billy Starks, elle est jeune, mais elle est vraiment pleine de talent. J'aime beaucoup Billy Starks, et plus je la vois, plus j'aime ses matchs. Bon, Starboy Charlie, honnêtement, c'est pas le catcheur que j'aime le plus, mais pour moi, il a fait une performance très cool. Voilà, ça passait vraiment Starboy Charlie. Bon, je suis pas le plus grand fan, hein, honnêtement, de Starboy Charlie. Pour moi, c'est un peu trop spotty, mais bon, ça va, c'est pas non plus au niveau de Ninja Mac en termes de spotty, mais bon, voilà, je suis pas le plus grand fan de Starboy Charlie non plus, et pour moi, il a pas fait une mauvaise performance. Billy Stark, ça a été très cool dans ce match également, pour moi. Vraiment, elle a limite porté le match. Non, mais la meuf à 17 ans, elle est super, Billy Stark, vraiment, je deviens fan de Billy Stark. J'aime beaucoup Billy Stark, personnellement. Et donc voilà, après, elle a enchaîné plein de matchs, et là, elle arrive encore à faire un 3,25, 3,5, c'est waouh. Vraiment, donc c'est vraiment un très bon opener que je conseille, même vraiment, si, pour se mettre dans le show, vraiment, je trouve que
c'est vraiment un bon match. Si vous voulez mater par exemple quelques matchs du show, celui-là, matez en premier, c'est vraiment toujours très cool. Et donc voilà, ce match a été remporté donc par Starboy Charlie en 10 minutes. On va maintenant passer au troisième match de la carte, donc en comptant le Scramble. On va passer au troisième match de la carte, qui est un match par équipe avec Iron Beast, KTB et Shane Mercer, qui affrontaient 44OH, Bobby Beverly et Eric Ryan, donc les deux premiers membres de 44OH qui ont été placés sur la carte, sachant que tous les mecs de 44OH ont eu un match hein, lors de ce show, évidemment, vu que c'est le show vraiment qui est contrôlé par 44OH, donc moi ça me paraît logique. Et ça a duré un peu moins de 6 minutes, ça m'a un peu surpris la durée du match personnellement. Et KTB et Shane Mercer ont remporté le match, alors personnellement j'ai bien aimé le match, voilà. Je lui ai mis la note de 3 étoiles parce que pour moi, je vais pas non plus aller dire que ça vaut plus parce que bon, c'est vraiment très court et même si ça reste un bon match par équipe, ça va pas très loin dans l'idée. Mais voilà, enfin, KTB et Shane Mercer, c'est deux bons powerhouse, ils ont des prises qui sont assez impressionnantes. Pour moi, c'est une très bonne équipe, donc Iron Beast, voilà, pour moi, c'est une très bonne équipe Iron Beast. Vraiment, ils ont une fluidité en termes ils sont en équipe, vraiment, quand ils bossent à deux, qui est assez impressionnante. Vraiment, mais avec plus de temps. Le problème, c'est qu'avec plus de temps, j'aurais pu être plus investi. Le problème également, c'est que bon, c'est surtout KTB et Shane Mercer qui dominent. Bon, je vais pas vous mentir que je trouve pas dans ce match que Bobby Beverly et Eric Ryan voient vraiment le jour, ce qui m'a peut-être un peu dérangé, mais bon voilà, c'est bon, je suis pas convaincu. Honnêtement, je suis pas convaincu par ce match. Après, c'est bien qu'il l'ait mis en deuxième match de la carte comme ça, enfin de la carte principale. Pour moi, ça passe pour où il est dans la carte, ça va encore. Voilà. Plus haut, ça m'aurait vraiment dérangé qu'on ait un match de 6 minutes. D'ailleurs, ça, je vais vous en parler un peu plus tard, ça m'a dérangé un moment. Mais du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Iron Beast. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Le prochain match qui était un six-man tag team match très lucha libre, hein, puisqu'on avait Ares, qui n'est autre que le champion de la Riot Lucha Libre, Black Taurus qui catch à Impact et Gringo Loco qui catch à MLW. Et ils affrontaient Aramis, Dragon Bane et Laredo Kid, trois catcheurs que je connais un peu moins, même si j'ai déjà vu quelques combats de Laredo Kid, notamment à la AAA. Et donc ce match, il a duré un peu moins de 14 minutes pour voir une victoire d'Aramis, Dragon Bane et Laredo Kid. Alors bon, j'ai bien aimé le match, sans grand plus, hein, honnêtement, voilà, je lui ai mis 3,25 et j'ai dit limite 3,5, voilà, c'est 3,25 pour du 3,5. Pour moi, c'est un bon spot fest, même si je suis pas spécialement fan du style à la base, voilà, c'est de la bonne lucha, les catcheurs ont arrivé à m'investir. Black Taurus fait une très bonne performance avec beaucoup de moves assez impressionnants, un gros Samoan drop notamment pendant le match. Et pour moi, c'est le MVP du match, clairement, c'est celui qui est le plus remarqué. J'aime également beaucoup Ares que j'avais découvert à la Riot Lucha Libre il y a pas si longtemps. J'avais mis un 4,5 et une défense de titre de lui contre l'héros del Vikingo. Donc bon, vous voyez le niveau, pour que je mette un 4,5 un match mexicain, sachant que c'est pas du tout mon style, faut voir le niveau. Mais voilà, pour moi, de toute façon, le match est bon pour rouler dans la carte, c'est un bon spot fest, que j'aurais pas vu spécialement plus haut. Il dure pas trop longtemps non plus, voilà, 14 minutes, ça va corps. On peut s'attendre à un pire on peut s'attendre même à plus long hein, pour ce genre de match. Et moi, personnellement, voilà, c'est un match que j'ai réussi à vraiment bien aimer. Je suis réussi à rentrer dans le match, mais bon, je vais pas mettre plus que 3,25 parce que je vois pas en quoi il vaut plus, quoi. C'est pas non plus vraiment le match qui va raconter beaucoup de choses, qui va être très intelligent à certains moments, voilà, donc c'est de la pure lucha libre pendant 14 minutes, les catcheurs font ce qu'ils savent faire et ils le font bien, donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé ce match, et donc j'ai mis la note de 3,25 et limite 3,5, hein. On va maintenant passer du coup au prochain match, après cette victoire d'Aramis, Dragon Bane et Laredo Kid. Le prochain match c'était un singles match entre Leo Rush et Jordan Oliver. Alors je vous avouerai que ce match m'a hypé beaucoup, étant vraiment assez. Voilà, j'aime beaucoup Jordan Oliver, quoi. Moi, j'aime beaucoup Jordan Oliver. Je dirais pas jusqu'à dire que je suis fan, mais j'aime beaucoup Jordan Oliver. D'ailleurs, il est dans mon match de l'année pour l'instant contre Tony Depan, donc faut quand même que je l'aime bien. Et donc voilà, il avait un match contre Leo Rush, qui est un catcheur que quand même j'aime bien. Et personnellement, bon, voilà, je suis pas le plus grand fan du match. J'ai quand même mis 3,25, mais là, je me rapproche plus du 3 du 3,5 pour le coup. Ça a duré 22 minutes en plein milieu de carte, ça m'a saoulé vraiment. En fait, je vois pas l'intérêt de faire durer un match en plein milieu de carte comme ça, bam, tu sors d'un spot fest de 14 minutes qui est assez reposant, et puis derrière, tu te tapes ça, c'est. Oh, c'était dur, hein, vraiment. J'ai quand même mis 3,25 parce que je trouve que le match est vraiment assez cool, mais vraiment, je trouve ça long pour rien, malheureusement, et surtout pour où il est dans la carte. Rush et Oliver, c'est deux catcheurs que j'aime beaucoup, surtout Oliver, hein, on va pas se mentir, et qui a pour moi carré le match. Hein. Jordan Oliver a carré le match. Leo Rush était assez saoulant par moment, vraiment le personnage de Blackheart là, j'adhère pas du tout, je suis pas fan du tout, je trouve pas que ce soit un très bon acteur Leo Rush en termes de personnage, mais voilà, j'étais vraiment, ça m'a un peu saoulé
vers la fin du match, honnêtement, le match. C'était assez compliqué, et ça se cherchait beaucoup sur les 22 minutes, donc moi, je peux pas mettre une grosse note. Après, je peux pas dire que le match est pas bon non plus, parce que le match est bon, en fait. Mais voilà, ça reste quand même par moments assez compliqué, surtout sur la fin. Et voilà, 22 minutes pour ça, donc on a Lio Rush qui remporte le match. Et 22 minutes pour ça, je trouve que ça aurait pu être expédié en 10 minutes de moins, personnellement, et ça aurait été plus intéressant, je pense, de l'expédier en 10 minutes de moins. Et donc du coup voilà, hein, pour ce match remporté par Lio Rush au bout de 22 minutes, on va maintenant pouvoir passer du coup au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était un des matchs qui m'avait plu le plus du show. Bon, c'était un deathmatch certes, mais quand vous allez voir qu'il y avait dedans, vous allez comprendre pourquoi j'étais hype. Alors tout d'abord, il y avait Masada, bon, c'est pas pour ça que j'étais hype, mais Masada affrontait Atticus Cogar. Donc oui, 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 Atticus Cogar me hype toujours, même du deathmatch, tout, voilà. C'est Atticus Cogar, et à un moment, je fais plus de différence. Mais voilà, le match était très bon à mon sens. Je pense, voilà, pour moi, c'est le deuxième meilleur match du show. Clairement, c'est un très bon deathmatch avec du très bon storytelling. Vraiment, Kogar, je l'ai trouvé incroyable dans le match. Kogar, c'est vraiment tellement le genre de mec le mec fait son entrée, il t'a déjà dans la poche, en fait. Kogar, c'est, waouh, c'est une bombe de charisme, et in-ring, il est très très bon, il est très violent. Et en rapport avec le storytelling, vraiment, en fait, le storytelling du match, c'est vraiment Kogar qui veut montrer à Masada que maintenant, il vaut autant que lui, et il vaut même plus que lui, quoi. Et vraiment, ça fait, il dit, Kogar dans le pro package, ça fait 2 ans que Masada l'ignore, 2 ans que Kogar essaye d'être à son niveau, et là il veut juste lui montrer qu'il est à son niveau, et Kogar le bat en 18 minutes, et tu fais waouh les mecs, bravo quoi. C'est Kogar qui bat Masada. Franchement, je pensais que Masada allait quand même gagner, mais voilà, donner la victoire à Titus Kogar maintenant contre Masada dans la storyline où je veux te montrer que tu es à ton niveau, que le mec le batte, moi je trouve ça super. Et bon, t'as quelques spots, bon, avec des pics dans la tête qui m'ont pas spécialement plu, mais vraiment le storytelling est super, et j'étais facilement dans le match. Les deux sont très bons, surtout Kogar honnêtement, parce que bon, Kogar, il y a un moment où le mec, il y a très très peu de gens qui sont au-dessus de lui en fait, donc voilà, ça c'est compliqué. Mais le match est très bon, et pour moi c'est un 3,5, et c'est rare, vraiment rare que je mette 3,5 à du deathmatch, mais et là pour le coup vraiment ça mérite, parce que le storytelling est très bon, et en 19 minutes, je suis jamais sorti de mon investissement en fait, voilà. Et vraiment j'ai trouvé la construction très très bien faite, et le storytelling assez logique. Donc voilà, pour ce match donc remporté par Atticus Kogar, on va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Le prochain match du show me hype bien également, c'était Rich Swann contre Lee Moriarty. Bon, voilà, normal que ça me hype, on va dire. Voilà, ça a duré que 12 minutes, malheureusement. Je m'attendais peut-être à plus. On a eu une victoire évidente, hein, de Rich Swann. Ça me, voilà, étant donné que Rich Swann est champion Impact, bon, et que dans des autres compagnies qu'Impact, il ne job pas, puisqu'il ne job qu'à Impact, Rich Swann. C'est logique qu'il remporte ce match contre Lee Moriarty. Même pourquoi pas pour teaser un match pour le championnat IWTV, Rich Swann contre Lee Moriarty, pourquoi pas. Là, faut rappeler que le match n'était pas pour le titre, évidemment, le Swann Moriarty, mais Lee Moriarty est en possession du championnat IWTV. Il a d'ailleurs défendu lors du week-end, donc moi, je me dis pourquoi pas un petit Rich Swann Lee Moriarty pour le championnat IWTV. Moi, ça me tente très bien. Et donc, par rapport, voilà, c'est par rapport au résultat surtout, mais par rapport au match, moi, bon, c'est du beau in-ring, des bons comptes, voilà, un gros cutter, notamment de la part de Lee Moriarty, que j'ai vraiment bien aimé. Les deux mecs sont bons, évidemment, Rich Swann, Lee Moriarty, mais j'attendais vraiment plus de ce match, j'attendais plus long, peut-être vraiment mieux, et bon, t'as le finish qui élève un peu mon rating, pour vous dire que quand c'est le finish qui me fait mettre 3,25, bon voilà, et là je suis plutôt à 3,25 limite 3,5, plutôt que 3,25 qui tire vers le 3, mais bon, ça reste quand même assez faible quand tu connais le talent des deux catcheurs, et c'est personnellement ça qui me déçoit beaucoup, mais après le match reste bon, hein, c'est un Ritual Moriarty, ça peut pas être mauvais, mais c'est pas un match que je conseille vraiment, là où en temps normal je pensais vraiment le conseiller vraiment à fond, le Ritual Moriarty, mais bon voilà, c'est un match qui fait très milieu de carte finalement. Et j'aurais peut-être voulu plus de temps personnellement, mais du coup voilà pour ce match Rich Swann et Moriarty, donc remporté par Rich Swann en 12 minutes, et qui m'a personnellement un peu déçu malgré le fait qu'il soit bon in ring, il n'y a pas de souci. On va maintenant passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était Joey Janela contre Chris Dickinson. Alors je vais vous expliquer un peu pourquoi on a ce match Janela contre Chris Dickinson, parce qu'il y a quand même une histoire qui est derrière ce match, et précisément au Spring Break surtout. Alors donc Janela, quand il a affronté Ricky Shane Page, donc pour le titre GC et également pour les droits du Spring Break lors de GCW Tech Care, il a perdu à cause d'une intervention de Chris Dickinson, donc voilà, qui lui a donc coûté son Spring Break. Et Janela voulait Dickinson pour le Spring Break, donc pour le Ricky Shane Page Spring Break, donc vu qu'il avait perdu les droits de son show, et parce que à cause de lui, il n'a pas pu avoir son show. Donc voilà, et pour moi ça fait sens que le match ait lieu justement précisément
Spring Break parce que le résultat du match, c'est une victoire du Janela. Donc pour moi, ça fait sens, clairement. Après, le match, je le trouve pas super bien construit, honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec le match, mais il n'en reste pas moins assez logique. Mais bon, il dure 22 minutes, ce qui me dérange pas spécialement, contrairement à ce qui m'avait dérangé avec le Lio Rush Jordan Oliver, parce que par rapport à sa place dans la carte, c'est bien plus logique de voir un Dickinson Janela durer 22 minutes qu'un Lio Rush Jordan Oliver en plein milieu de carte balancé après un spot pet lucha. Mais j'ai tout de même mis une meilleure note au Rush Oliver parce que je trouve qu'il y a vraiment moins de choses qui me dérangent en soi dans la construction du Rush Oliver que durant celui-ci. Dans celui-ci, vraiment, bon, voilà, c'est vraiment, t'as plein de spots dans le match avec des échelles, des chaises, enfin voilà, et qui sont vraiment gâchés à fond par le finish, et le finish, il me fait enlever peut-être 0,25, 0,5, parce que en fait, c'est genre, c'est tellement le match vraiment qui est ultra hardcore, t'as les deux mecs qui saignent, ça utilise des échelles, des chaises, tout ce que tu veux, enfin plein d'armes, même autres que des échelles et des chaises, et le match se finit avec un putain de figure 4 leg lock. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pourquoi une soumission comme ça au milieu du ring vient finir un match aussi hardcore que ça. Et voilà, moi personnellement, ça m'a beaucoup dérangé. Le fait que ça se termine avec une soumission, j'en vois pas son intérêt personnellement. Donc voilà, c'est vraiment. Pourtant, le match est assez bon. Hein. Dickinson fait vraiment une bonne performance, un peu moins Janela pour le coup. Il y a quelques petites choses qui m'ont vraiment dérangé pendant ce match, comme par exemple Joey Janela qui se dégage à 1 d'un Death Valley Driver sur des chaises. Bon, j'ai beaucoup de mal avec le fait de dégager un 1 et puis derrière tout va bien. Enfin voilà, le mec vient de se prendre quand même un putain de Death Valley Driver. Déjà de base, ça fait pas bien. Alors sur des chaises, bon, ça doit pas faire du bien non plus, honnêtement. Et le fait que se dégager un 1, moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, hein, honnêtement. Mais enfin, voilà, c'est un match qui contient pour moi trop de défauts pour un match de 22 minutes, qui m'a vraiment gêné, surtout la fin, vraiment, que la fin je trouve vraiment nulle et illogique par rapport au contenu du match, en fait. Et bon, voilà. Mais par contre, le match est remporté par Joey Janela, donc je trouvais ça cool, personnellement, et logique dans l'histoire, que Janela remporte quand même son match au Spring Break, même si le Spring Break est pas à lui, et est à Forward pour cette année. Et donc voilà pour ce Dickinson contre Joey Janela qui a duré 22 minutes. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était Gregory Iron contre Effy. Alors ce match, il faut savoir que c'était un 1 contre 1 pour avoir les droits du Effy's Big Gay Branch, parce que oui, Forward veut encore plus de show pour le collectif. Et donc voilà, le Effy qui a donc son show le lendemain, que j'ai vu d'ailleurs, le Effy's Big Gay Branch, et Gregory Iron donc affronter Effy pour prendre les droits du show, sauf qu'il y avait une stipulation en contrepartie, c'est que si Gregory Iron perdait, je cite la stipulation, il devenait la salope de Effy. Donc voilà, c'est quand même pas bien pour Gregory Iron, je pense. Il faut également noter que Gregory Iron, pendant ce match, était accompagné par Virgil. Oui, oui, Virgil, l'ancien manager de Ted DiBiase dans les années 80 à la WWF. Voilà. Donc bon, c'est quand même assez, voilà. Et donc ce match, il a duré 6 minutes pour voir une victoire d'Effy hein, contre Gregory Iron. Donc Gregory Iron est officiellement la salope d'Effy, hein, apparemment. Et voilà, le match est pas dégueu, c'est vraiment hyper court, et tu mets ça en pré-main event, moi ça m'a vraiment saoulé. Et vraiment 6 minutes pour du pré-main event, bon je vois pas l'intérêt spécialement. En plus le match est overbooké puisque t'as Virgil à la fin qui attaque Gregory Iron parce qu'en fait il est pas dans 4-4-Weight, mais il a un t-shirt en dessous de son t-shirt 4-4-Weight Wrestling is Gay, donc qui représente donc Effy. Et bon voilà, je suis pas spécialement fan. Le début du match, personnellement, je trouve même pas vraiment ouf, honnêtement. Et voilà, c'est vraiment random et tu mets ça en pré-main event de ton plus gros show de l'année. Donc, moi, ça me dérange beaucoup, personnellement. Après, bon, la victoire de Effy, personnellement, je la trouve logique. Je voyais pas Gregory Iron avoir le Effy's Big des brunch, hein, honnêtement. Mais donc, enfin, voilà, il y a vraiment rien de spécialement intéressant. Moi, j'ai mis 2,5 personnellement. C'est vraiment passé votre chemin. Le match est pas intéressant pour ce qu'il veut raconter, en fait. C'est vraiment les droits d'un show et puis tu bâcles ça en 6 minutes, tu vois. C'est moi, pour le coup, ça m'a dérangé. Même si t'as le turn de Virgil sur 4-4-Weight qui s'allie avec Effy et qui trahit en quelque sorte Gregory Iron pour le faire perdre. Bon, voilà. Moi, personnellement, je suis pas trop fan de ça, honnêtement. Et voilà, ça dure que 6 minutes et c'est bien dommage parce que sur le papier, Effy contre Gregory Iron, c'est une affiche qui peut vraiment être cool. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup dérangé. Mais du coup, voilà, pour ce pré-main event hein, du Air Spring Break, donc le Spring Break de Ricky Shane Page, on va maintenant justement passer au main event. Main event qui opposait donc le champion Game Changer Wrestling, le dieu du catch in the US, Ricky Shane Page, à son challenger, donc Nick Gage. Donc le match était pour le championnat Game Changer Wrestling que Ricky Shane Page défendait donc dans un deathmatch. Et donc voilà, on est sur une grosse storyline de plus d'un an où Nick Gage avait eu une chance au titre de Ricky Shane Page même en février 2020 et où il avait perdu à l'époque. Et puis depuis, voilà, t'as tout des trucs comme ça où t'as enfin, voilà, Ricky Shane Page et Nick Gage se quittent, j'avais des yeux sans s'affronter, et Nick Gage qui a fait son retour
en mars dernier à Take Care pour challenger Ricky Shane Page dans le main event du Spring Break. C'était un très grand moment vraiment pour Game Changer Wrestling. Et Nick Gage paraissait évidemment le seul qui pouvait prendre le titre de Ricky Shane Page, le titre GCW World. Et Nick Gage a battu un Ricky Shane Page évidemment en 24 minutes de match, dans un match que j'ai purement et simplement adoré. Même moi qui ne suis pas fan de deathmatch, en fait je trouve que ce match, donc qui a duré 24 minutes, pour moi ce match va au-delà du deathmatch en fait. Vraiment, c'est pas le match typique, ouais, si t'es fan de deathmatch, tu vas aimer, si t'es pas fan, tu vas pas aimer. Non. Pour moi, le match a un vrai grand storytelling qui me fait lâcher le 4 étoiles personnellement et quasiment 4,25. Personnellement, c'est peut-être la fin du match qui m'a fait lâcher que 4 et pas 4,25. Mais je suis très très proche du 4,25. J'ai longtemps hésité sur ma note, mais pour moi, voilà. Ce match va au-delà du deathmatch. Et vraiment, de toute façon, For White, c'est un clan que j'adore vraiment. Et pour moi, toute l'histoire autour de Shane Page, Nick Gage a été super bien racontée vraiment pendant tout le match. Nick Gage commence très rapidement en attaquant Ricky Shane Page direct, vraiment il perd pas de temps pendant la présentation de Ricky Shane Page, lui il laisse pas la fin de sa présentation, tu sens vraiment qu'il veut en découdre. D'ailleurs, en parlant de présentation, j'ai adoré la présentation de Nick Gage, vraiment c'est vraiment très indie US, badass, the fucking god of this shit, enfin voilà, c'est génial la présentation de Nick Gage, et vraiment déjà rien que ça me met dedans, et rien que, même rien que l'entrée de Ricky Shane Page en fait me met dedans, tout simplement, parce qu'il faut savoir que je suis un très grand fan de Ricky Shane Page et même de 4-4 en général, hein, vous l'avez vu tout à l'heure avec Atticus Cogar. Et clairement, donc on va parler du storytelling du match. En fait, c'est vraiment Nick Gage qui a un gros beatdown au début sur Ricky Shane Page. Vraiment, il le tabasse. Au bout d'une minute, vraiment, Ricky Shane Page, genre au bout pas une minute non plus, mais au bout de 3-4 minutes, Ricky Shane Page, il est déjà en centre partout à Nick Gage. Il a quasiment pas une égratignure. Tu fais, ah ouais, ok, vraiment. Il le tape à coups de light tube, à coups de chaise, à coups de tout. Vraiment, il défonce Ricky Shane Page au début. C'est vraiment un super moment que j'ai trouvé dans ce match. Et que Nick Gage prenne aussi rapidement l'avantage. Parce que vraiment, finalement, Nick Gage va dominer pendant une grande partie ce match contre Ricky Shane Page, j'ai trouvé, ce qui m'a vraiment pas dérangé pour le coup. Parce que pour moi, quand Ricky Shane Page allait perdre son titre, donc un règne qu'il a eu, qui était quand même très long, hein, Ricky Shane Page, on va pas se mentir, c'est pas pour me déplaire, hein, il a eu un règne de quasiment de 500 jours, hein, Ricky Shane Page. Pour moi, quand il allait perdre son titre, il lui fallait vraiment se faire péter la gueule. Et autant je suis un grand fan de Ricky Shane Page, mais il est tellement bon dans ce qu'il fait que tout ce que j'ai envie de voir, c'est qu'il se fasse péter la gueule, Ricky Shane Page. Il est génial, ce mec, il est fantastique, mais pétons-lui la gueule. Vraiment, vraiment. Et là, le voir se faire défoncer comme ça par Nick Gage, ça donne une satisfaction de malade, parce que Ricky Shane Page, c'est tellement un bon heel, en fait. C'est le heel parfait, Ricky Shane Page. Et puis t'as des spots dans le match qui sont quand même assez fous. T'as un moment, Ricky Shane Page qui se fait mettre en haut d'une structure, et là peut-être c'est le petit moment qui m'a peut-être un peu dérangé, c'est que Ricky Shane Page, au moment, il se fait mettre sur une structure, et en fait, le problème, c'est que t'as plein d'interventions pendant ce temps-là. Les interventions en elles-mêmes me dérangent pas pour attaquer Nick Gage, vraiment. Les interventions de Gregory Iron, d'Atticus Cogar, Cogar que j'adore au passage, je le redis, j'ai jamais assez dit, j'adore Cogar. Mais enfin voilà, et en fait, le problème, c'est à un moment, on est parti sur les interventions. T'as même Effie qui vient chercher Gregory Iron lui-même et qui se barre avec Iron sur le dos, ça m'a fait beaucoup rire. Bon, mais voilà, vraiment, le problème c'est qu'ils sont pas assez revenus sur le match en fait pendant ces interventions. Et ça a duré peut-être un peu trop longtemps la séquence d'intervention, même si en soi la séquence d'intervention me dérange pas. T'as du ref bump évidemment, à un moment, t'as le ref qui veut séparer Nick Gage de Ricky Shane Page, et t'as Nick Gage qui met limite un coup de néon sur l'arbitre, tu fais d'accord. Je fais, ah oui, Nick Gage, il rigole pas en fait. Et bah ouais, ça m'a vraiment marqué, j'ai vraiment bien aimé ce truc. Et voilà, il y a quelques spots quand même à travers des tables en verre qui sont assez impressionnants, et vraiment, Ricky Change Page, il les prend, mais t'es content, tu dis, ah, il se fait péter la gueule, c'est super. Et Gage, c'est vraiment typiquement le babyface badass qui devait prendre le titre de RSP et terminer, on va dire, le règne de terreur de Ricky Shane Page. Et ce qui m'a peut-être un peu dérangé, c'est que le compte final, à cause des Rebels, soit fait par Brett Lauderdale qui n'est autre que le patron, hein, de la Game Changer Wrestling depuis 2020. Et bon, Nick Gage gagne sur un shockbreaker. D'ailleurs, au passage, pendant le match, Ricky Shane Page avait également tenté un shockbreaker sur Nick Gage. Et Nick Gage gagne avec cette prise-là pour lui rappeler qui c'est qui l'apporte le mieux. Nick Gage a déjà utilisé plein de fois un shockbreaker pour remporter ses matchs avant. Et voilà, pour lui rappeler, en fait, c'est moi qui porte mieux le shockbreaker, c'est moi qui représente mieux Game Changer Wrestling que toi, et Nick Gage qui remporte le match. Bon, voilà. C'est peut-être justement le fait que ce soit Brett Lauderdale qui effectue le tombé final qui m'a fait mettre 4 et non 4,25, parce que j'hésitais vraiment beaucoup entre ces deux notes, et c'est l'intervention finale de Brett Lauderdale qui m'a fait dire, bon, est-ce que je mets 4, est-ce que je mets 4,25, et finalement j'ai mis 4, mais vraiment, c'est jamais mauvais ce genre de match, vraiment, j'en prends tous les jours, les matchs de 4-4 Way. Enfin voilà, c'est un plaisir.
et vraiment j'ai marre devant le match et vraiment la construction reste vraiment super logique, hein, pour le coup vraiment c'est vraiment un comme j'ai dit ça va au-delà du deathmatch en fait, parce que cette story où Ricky Shane Page, ce gros heel bâtard, va, vraiment et tu Nick Gage et va vraiment terroriser en fait la Game Changer Wrestling et tu Nick Gage qui arrive en face badass pour aller le défoncer vraiment voilà, pour moi il y a du gros storytelling qui est fait pendant le match et il y a plein de spots que je trouve très, très bien amenés et qui m'ont vraiment plu en tout cas pour ma part et c'est clairement un excellent match et l'un des meilleurs matchs de la WrestleMania Week pour moi. Même si bon, je peux concevoir qu'il plaise pas à certaines personnes parce que For Rage tout ça, mais voilà, ça vraiment, je conseille pas à ceux qui aiment pas For Rage de toute façon ce match. Parce que vraiment ce match c'est dur pur For Rage dans le texte, c'est dur pur Ricky Shane Page dans le texte depuis son début de règne quoi. Mais voilà, pour moi c'est vraiment un excellent match, un excellent deathmatch. Et donc j'ai mis la note de 4 étoiles à ce match, donc remporté par Nick Gage, hein, qui est donc le nouveau champion de la Game Changer Wrestling. Du coup, voilà pour ce match, on va parler donc maintenant de l'après-match, puisque Nick Gage, désormais couronné 2 fois champion de la Game Changer Wrestling, a connu son prochain challenger. Donc après avoir remercié la foule, tout ça, il a connu son prochain challenger, Nick Gage. Et prochain challenger qui n'est autre que John Moxley. Alors j'ai hâte, mais vous pouvez pas savoir à quel point de voir ce Nick Gage contre John Moxley. Alors c'est un vrai match qui m'a vraiment plu dans un sens, parce que vraiment Gage contre Moxley, c'est une affiche de rêve pour moi, vraiment. J'ai vraiment envie de voir ça pour le championnat GC. Évidemment, Nick Gage va remporter le match. Mais vraiment, ce que je me suis dit, bon, ce qui m'a peut-être un peu saoulé intérieurement, mais ce que je me suis dit pendant l'après-match, c'est que John Moxley, bordel, c'est un catcheur indies. Pour moi, John Moxley, il a rien à foutre chez AEW, New Japan, WWE, Andy Ambrose. Pour moi, il a rien à foutre là-bas. John Moxley, pour moi, c'est un catcheur indie. Et vraiment, c'est le genre de vraiment mec badass indie US, vraiment pur dans ce qu'on recherche. Et pour moi, en fait, je vois pas ce qu'il fout chez AEW ou New Japan actuellement, parce que pour moi, John Moxley, sa place, elle est chez Game Changer Wrestling, en fait, ça se voit, vraiment, tu le vois faire son entrée dans les shows Game Changer, et en fait, vraiment, il est à la maison, John Moxley, vraiment, moi, un John Moxley qui quitte AEW New Japan, qui est à plein temps chez Game Changer, moi, je dis oui, oui, oui et oui, c'est vraiment, John Moxley, pour moi, ce n'est pas un catcheur mainstream, et tu le ressens dans l'après-match entre Gage et Moxley. Vraiment, tu as un sentiment vraiment de ça, et c'est dommage pour John Moxley d'ailleurs. Mais voilà, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti pendant l'après-match par rapport à Moxley. Et j'ai hâte à 1000% de voir le Nick Gage John Moxley. Évidemment, c'est vraiment le match qui m'a le plus en ce moment aux US de voir. Et du coup, bah, c'est ce qui termine le show, hein, cet après-match entre Gage et Moxley. Du coup, voilà pour ce show, pour cette preview, hein, du Air Spring Break presented par 448 2021. Show qui m'a, donc dans l'ensemble, comme vous l'aurez compris, vraiment plu. Et s'il y a des choses que je conseille du show personnellement, c'est si vous aimez 448, Ricky Chain Page Nick Gage, c'est 100% pour vous, c'est génial, c'est un gros 4 étoiles pour moi, et limite 4,25. Ensuite, ce que je peux conseiller, c'est le Atticus Kogar Masada et l'opener avec Billy Stark. Regardez-le en premier avant les autres matchs que vous voulez regarder du show, parce que vraiment, c'est un opener qui passe super bien et qui est super bien pour entrer dans le show, Starboy Charlie contre Billy Stark. Et du coup, voilà pour ce show Ricky Chain Page de Spring Break. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, donc de nombreuses vidéos en ce moment sur l'Indie US avec la semaine de WrestleMania. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine!